Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver 15h32 sur CNews, soyez les bienvenus. Bonjour et joyeux Noël, permettez-moi de vous souhaiter d'excellentes fêtes. Très heureux de passer ce jour de Noël avec vous et en très bonne compagnie, puisque nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Béglier. Bonjour Jérôme. Bonjour Johan. Directeur adjoint de la rédaction du Point. Dominique Motte, bonjour. Vous êtes analyste politique. J'accueille également Jean-Baptiste Giraud, directeur pédagogique de l'Institut libre de journalisme. Et puis enfin, William T. Bonjour, soyez le bienvenu, président du think tank Le Millénaire. On va commencer par aborder la crise sanitaire, évidemment, qui a peut-être, sans doute même, été au centre des conversations de votre réveillon, de votre déjeuner de Noël, puisque visiblement, ce n'est plus qu'une question d'heure. La France s'apprête à franchir le seuil symbolique des 100 000 contaminations par jour. Et à en croire les scientifiques, nous ne sommes qu'au début de cette 6e vague qui s'annonce, celle du variant Omicron. Je vais commencer avec vous, Jérôme Béglier. Est-ce qu'on peut dire que quelque part cette 6e vague est un peu différente des autres et donc que c'est une sorte de saut dans l'inconnu? Oui, elle est différente. Évidemment, si on compte le nombre de personnes testées positives, 100 000 ou presque, ça fait peur. Mais quand on va à l'étape d'après, c'est-à-dire le nombre de personnes qui entrent à l'hôpital ou qui entrent en soins critiques, les chiffres sont beaucoup plus rassurants. Et visiblement, ce qui s'est passé en Afrique du Sud et en Grande-Bretagne nous laisse augurer que le variant est très contaminant, si je puis m'exprimer ainsi, mais qu'il n'est pas grave. Donc je propose qu'en ce jour de Noël, que l'esprit de Noël se partage sur nous tous et que nous arrêtions avec les discours catastrophistes du genre on va tous mourir, l'hôpital va craquer, nous allons être confinés chez nous, il va y avoir des couvre-feux, des confinements globaux, totaux sur tout le territoire. C'est pas comme ça que ça se présente à l'heure où l'on parle. Donc sourions et effectivement on risque tous d'attraper ce fichu variant si tant est qu'on se fasse tester. Mais c'est pas pour ça qu'on va finir les quatre pattes en l'air ou coincés chez soi pendant 15 jours. Donc c'est un saut dans l'inconnu, mais un inconnu qui, à l'heure où je parle, me semble quand même plus heureux et moins catastrophiste que ce qu'on nous a annoncé jusqu'ici. William T., est-ce que comme Jérôme Béglier, vous avez le sourire ou ce mois de janvier vous inquiète un peu quand même? Il est un peu inquiétant, mais je partage l'avis de Jérôme Béglier. On en fait tout un pataquès sur une chose qui est vraisemblablement parce quand on regarde les infos qu'on a, c'est-à-dire qu'on sait qu'Omicron touche plus, il est plus contaminant et que le vaccin protège moins sur le fait qu'on puisse être touché. Mais par contre, ça ne veut pas dire que quand on regarde les différentes courbes au Royaume-Uni, la nôtre ou celle des différents pays, on a une augmentation du nombre de cas et du taux d'incidence, mais pas d'admission dans les hôpitaux parce que les deux courbes maintenant sont décorrélées et n'augmentent pas exactement à la même vitesse. Donc vraisemblablement, oui, on aura des mesures de restriction supplémentaires parce que la situation oblige le gouvernement à agir et il doit montrer qu'il doit faire quelque chose, mais ça ne veut pas dire que nous allons arriver comme dans le moment de la première vague, de la deuxième vague ou même de la troisième vague. Forcément, il n'y aura pas de saturation dans les hôpitaux et même si par cas on y arrivait, le gouvernement peut mettre en place des systèmes pour augmenter de façon temporaire le nombre de places et de soignants dans les hôpitaux pour permettre d'éviter une saturation. Alors, vous avez une analyse beaucoup plus rassurante que celle du gouvernement, évidemment. On va en parler tout à l'heure, mais le gouvernement qui, lui, craint une saturation au mois de janvier et qui pourrait lundi annoncer des mesures de restriction supplémentaires. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Baptiste Giraud. L'inquiétude, c'est que notre système de santé était déjà malade avant, évidemment, la pandémie, a été rudement malmené pendant cette année et demie écoulée. Et là, ils sont sur les rotules. Il ne faut pas oublier que nous, aujourd'hui, on fait quelque chose d'entre guillemets exceptionnel. On est sur un plateau de télévision, mais il y en a d'autres qui vont nous succéder et d'autres qui nous succéderont demain. À l'hôpital, quand vous allez commencer ce matin à 6h, en prenant le tour de garde à 6h ou à 8h, vous allez finir à 22h et parfois vous restez 1h, 2h, 3h, 4h de plus parce qu'on a besoin de vous. Et vous recommencez demain et après-demain. Et ce système de santé qui était déjà très très mal en point avant, on peut raisonnablement penser et craindre qu'il risque de craquer dans les prochaines semaines. Et là, c'est pas du tout pour lutter contre l'esprit de Noël qui, évidemment, doit nous pousser à l'optimisme. C'est le pragmatisme, la réalité. On parle d'hommes et de femmes qui sont juste à bout et qui n'en peuvent plus. Alors, précisément, puisque vous en parlez, on va aborder le cas des soignants. Avant de vous donner la parole, Monsieur Motte, je voudrais qu'on regarde ce reportage, puisqu'après 2 ans de crise sanitaire, évidemment, les soignants et leur morale est au plus bas. On voit tout cela avec Mathilde Ibanez et on en parle juste après. Pas de vacances depuis des mois, des journées à rallonge, des services hospitaliers à flux tendu. Les soignants qui tiennent le service de réanimation à bout de bras sont exténués. En fait, c'est une joie pour tout le monde, mais à l'hôpital, effectivement, on a dû revenir sur nos jours de repos. Et malheureusement, ce n'est pas des fêtes comme on aurait voulu. Ce service pourrait accueillir 23 personnes, mais par manque de personnel, seuls 16 patients peuvent être pris en charge. C'est
démoralisant, d'autant plus que c'est des patients qui finalement ne sont pas vaccinés et ne veulent pas vraiment de soins. Donc c'est épuisant psychologiquement de se battre pour tenter de soigner des gens qui prennent des lits de réanimation alors que ça pourrait être évité. Dans cette période compliquée, avec la fatigue accumulée des autres vagues de Covid, le personnel hospitalier essaie de s'adapter. On essaie de faire en sorte que la majorité des gens puissent prendre les vacances qu'ils ont posées, dans la limite d'une semaine par personne. Mais voilà, parfois on est obligé de faire quelques efforts supplémentaires et revenir plus précocement pour aider au fonctionnement du service. Au lendemain du réveillon de Noël et avec l'imminence de celui du Nouvel An, les équipes s'inquiètent de voir arriver encore plus de patients au début d'année 2022. Dominique Motte, est-ce que la situation catastrophique, disons-le clairement, de l'hôpital est une spécificité française ou on voit cela aussi ailleurs en Europe? Ah, si vous parlez globalement de l'hôpital. Globalement, la situation de l'hôpital, oui. Alors, je vais vous donner un exemple. Comme ça, vous allez pouvoir en tirer des conclusions dès cet exemple. C'est qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, donc au mois de mars 2020, quand l'ensemble des 26 cantons suisses ont donné le mandat au ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Alain Berset. Il n'y a pas de ministère de la Santé en Suisse. Ça relève du canton. Et on a dit, tiens, on va consolider le nombre de lits que l'on a en Suisse. Il n'existait pas la consolidation de lits en Suisse. Bon, on a dit que cela ne tienne, on va consolider l'informatique. Rien, aucun programme n'était en place et n'est en place qui gérait l'ensemble de la Suisse à partir des 26 cantons. Donc ça veut dire que sur le plan de la subsidiarité dont on parlera peut-être plus tard, la responsabilité de l'hôpital est la responsabilité des cantons. Donc aucune information ne doit remonter à partir des cantons. Les cantons doivent gérer eux-mêmes à la fois le budget dépenses et recettes des cantons, des hôpitaux, pardon. Mais est-ce que ça signifie que vous avez aussi en Suisse une pénurie de soignants? J'imagine que non. Est-ce que l'hôpital se trouve dans une situation aussi dégradée qu'en France? Je ne le pense pas. Moi-même, j'ai été dans les hôpitaux. En Suisse, bien sûr, à Sion et dans le canton de Vaud, ce qu'appelle le CHUV. Je crois qu'on a tout à fait le personnel qu'il faut. Nous n'avons pas du tout les problèmes dont vous parlez ici. Il faut dire que ce n'est pas la même rémunération en Suisse. Hein. Oui. J'ai vu il y a quelques mois un reportage d'un infirmier qui était du côté de Thonon, qui gagnait 1 800 € par mois et qui, depuis qu'il passe la frontière suisse, est à 4 300 € par mois. Et il est très très content de faire son heure et demie de voiture matin et soir pour aller travailler. On comprend aisément pourquoi. Vous avez fait une analyse comptable et technique de la situation. Et moi, je voudrais en revenir à l'analyse humaine. Aujourd'hui, nous avons... Allez, collectivement, pensons à eux, et ceux qui sont derrière leur écran, pensez à eux. Vous avez des gens qui aujourd'hui ne sont pas en famille en train de fêter Noël, en train de partager un morceau de bûche du déjeuner qui n'a pas été terminé. Ils sont en train de... C'est même plus galéré. Ils sont submergés depuis des jours, des semaines, des mois et maintenant des années par une situation totalement ubuesque. Aujourd'hui, être malade et aller à l'hôpital, c'est pas une bonne nouvelle, même si c'est quelque chose de bénin. C'est rentrer dans un système qui broie ceux qui soignent et qui broie ceux qui sont soignés. Jérôme Beguet, qui est responsable de la situation aujourd'hui à l'hôpital? Et d'abord, est-ce qu'il s'agit uniquement d'un problème d'argent, selon vous? C'est en partie un problème d'argent, mais pas seulement. Aujourd'hui, on a appris il y a 1 an ce chiffre absolument incroyable. À l'AP-HP Hôpitaux de Paris, 40% des salariés sont des administratifs et n'ont jamais vu un patient de leur vie. C'est la suradministration, l'obésité administrative française que l'on constate partout. Et qui est particulièrement criante en ce moment. On sait que depuis des années, les professions médicales et paramédicales bénéficient ou sont plutôt victimes d'un numerus clausus. On ne sait pas pourquoi, mais alors des généralistes, pendant très longtemps, on a fermé le nombre de personnes qui étaient admises. Alors, c'est après qu'il y a un manque de généralistes ou même de spécialistes et qu'il y ait des déserts médicaux en France. Troisièmement, il y a eu certainement des professions qui sont assez mal payées. Infirmières, infirmiers, vous le disiez tout à l'heure, elles et ils sont scandaleusement mal payés et ils préfèrent faire autre chose, être dans le privé, changer de métier ou, quand ils sont transfrontaliers, aller travailler en Belgique ou en Suisse. Bon. Et évidemment, dernier point, on a tous appris aussi avec un certain étonnement qu'il y avait encore moins de lits de réanimation standard aujourd'hui qu'il y a 18 mois. C'est-à-dire qu'on a continué de fermer des lits dans les hôpitaux pour en ouvrir d'autres en urgence pour accepter les malades de la Covid, mais le standard, je veux dire, de l'hôpital français ne s'est pas élevé en 18 mois.
autant de choses qu'il faudra évidemment corriger. Par de l'argent, c'est évident, par une meilleure organisation. Est-ce que les ARS sont vraiment utiles? On a vu qu'elles se superposaient avec des administrations. Les agences régionales de santé. Agences régionales de santé. On a vu qu'elles étaient peu utiles. On découvre chaque semaine des autorités administratives pour les vaccins, pour je ne sais pas quoi. Enfin, on est absolument halluciné. Il faut 4 avis pour maintenant décider de tourner le volant à droite ou à gauche. Bon, tout ça, il faudra le remettre à plat. Malheureusement, ça n'est pas qu'un problème de la santé publique ou des hôpitaux français. Je crains que ce soit la même chose pour la SNCF, pour l'éducation nationale, bref, pour toutes nos grosses administrations. Non, et puis, encore une fois, c'est un problème de vocation. Nous, Jérôme Begley et moi, avons cette vocation, et vous aussi, bien sûr, nous avons cette vocation de faire ce métier de journalisme le mieux possible. Informer les autres, chercher l'information. Et puis, vous connaissez des confrères comme moi qui ont jeté l'éponge. Un jour, ils se sont dit, j'en peux plus de faire ce métier dans ces conditions parce que... Et ils partent faire autre chose. J'ai des amis qui ont commencé comme infirmières dans les rôles les plus difficiles, les soins intensifs, les soins palliatifs. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'une jeune infirmière en école infirmière, en dernière année, a envie d'aller commencer en soins intensifs, en soins palliatifs? Ça ne fait pas du tout rêver. Si on n'a pas de vocation, prenez l'image moins dramatique de la restauration. On sait qu'il manque 170 000 personnes dans les métiers de bouche et de service, et on ne va pas créer la vocation du service et de la restauration à salle en claquant des doigts demain. Donc nous allons rentrer dans les années à venir dans une pénurie de soignants, pas par manque de moyens, mais par manque de vocation, tout simplement. Et pour compléter ce que vient de dire Jérôme Begley, aujourd'hui, en France, plus de 20% des médecins ont un diplôme qu'ils ont obtenu dans un pays étranger. Ça ne peut mécaniquement que s'aggraver, ou si s'aggraver, c'est un jugement de valeur, ça ne peut aller qu'en augmentant. William T., quand on entend ce que nous décrit Jérôme Begley, la suradministration, le manque de moyens à l'hôpital, qui est responsable de cela? Est-ce que ce sont les gouvernements successifs des 20 dernières années qui n'ont pas compris qu'il y avait un problème, qui n'ont pas voulu s'en saisir? Est-ce que depuis 20 ans, on a eu une succession de mauvais ministres de la Santé? Est-ce que c'est caricatural ce que je dis, ou est-ce qu'il y a un peu de vrai quand même? Il y a un peu de vrai, c'est un peu caricatural aussi. En fait, c'était volontaire, je vous rassure. Oui, en fait, la difficulté, c'est que moi, je ne pense pas que c'est un problème de moyens. Parce que si on compare les dépenses publiques de santé en France par rapport aux autres pays, notamment par l'Allemagne, on dépense à peu près le même montant par habitant. La différence, c'est que l'Allemagne a 2 à 3 fois plus de lits que nous. Et c'est pour ça qu'ils ne sont jamais rentrés en question de saturation des hôpitaux. Et après, comme l'a souligné Jérôme Begley, on a environ 30 à 40% des moyens qui sont affectés au personnel administratif, alors que l'Allemagne rémunère, au lieu d'utiliser de l'argent sur le personnel administratif, rémunère mieux ses soignants de 15 à 20%. Et pareil pour les médecins, etc. Et donc la difficulté, c'est que comme on a des médecins qui sont moins bien payés et que la plupart des gens qui sont dans l'hôpital sont payés pour faire de l'administration ou pour donner des règles et donner des consignes, mais qui ne savent pas soigner des gens, du coup, notre argent est mal réparti. C'est surtout une question de répartition des moyens. Parce que sur la question de l'augmentation des moyens, on fait ça depuis 20 à 30 ans. Et comme l'a dit Emmanuel Macron, on lui est rentré dedans quand il avait dit ça, mais il avait dit on dépense de plus en plus d'argent et malgré tout, il y a de plus en plus de pauvres. C'est ce que fait la France depuis une trentaine, quarantaine d'années. On dépense de plus en plus d'argent, il y a de plus en plus de pauvres, il y a de moins en moins de services publics. Le problème, ce n'est pas la question des moyens, c'est la question de l'utilisation des moyens et la question de la réforme de l'État. Et la difficulté de la responsabilité des gouvernements, c'est qu'ils savaient qu'on allait dans le mur avec un tel système, avec un vieillissement de la population, un aggravement des soins, et qu'ils n'ont pas voulu faire de réforme systémique de l'hôpital et de la même façon pour l'éducation nationale et de l'État. Je pense que la lâcheté, elle est ailleurs. Elle est dans le fait de dire on ne va pas diminuer le nombre de fonctionnaires parce que c'est politiquement compliqué, parce qu'on a des syndicats qui vont nous faire la guerre, parce que c'est pas en plus de bien vu finalement par les citoyens. En revanche, comme on en a beaucoup, on va mal les payer. Plus vous avez des personnels dans une entreprise, à chiffre d'affaires égal, si je puis m'exprimer ainsi, moins vous allez bien les payer. En revanche, si vous baissez un petit peu, pardonnez du gros mot, la masse salariale, vous avez une possibilité de mieux payer les gens. Je crois on en est là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'éducation nationale, les profs sont si mal payés? Parce qu'ils sont certainement trop nombreux. Vous dites, écoutez, maintenant vous allez plus travailler. Je vais vous virer les administratifs qui vous contrôlent toute la journée. Mais en échange de ça, vous allez avoir sur 3 ans ou 4 ans, 15 à 20% de mieux. Le jeu en vaut la chandelle. Et on a fait la même chose à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a... Il y a eu une augmentation des salaires là, avec le Ségur de la Santé. Enfin, ça a 1 an et demi. Ouais. C'est des fameux Grenelles, c'est du saupoudrage, etc. Mais je ne suis pas sûr que ça dure des années. En plus, il y a un tel retard que je crois qu'en Allemagne et en Suisse, dans les pays limitrophes aussi, on a également augmenté les traitements de ces fonctionnaires-là parce qu'ils en avaient besoin. Donc le retard, on en a encore pour 20 ans. Simplement, il faut assumer de dire moins nombreux, mais plus efficace et mieux payé. Je ne suis pas sûr que ce soit audible par tout le monde, en plus.
Dominique Motte, est-ce que vous avez le sentiment qu'en matière de politique hospitalière, il y aura un avant et un après Covid, où finalement, quand on sera sorti de tout ça, la tentation pour les politiques sera grande de dire c'est beaucoup plus simple de ne rien changer et on continue comme avant? Je ne parle que de la Suisse. La Suisse, je crois fondamentalement que c'est la décentralisation, c'est-à-dire que les cantons ont de l'autorité sur énormément de choses. Je pense qu'il faut essayer de mettre ça en place. Donc, est-ce que l'on peut décentraliser? Là, je m'aventure sur le terrain français, ce que j'aime pas, parce que je ne le connais pas. Est-ce qu'on peut décentraliser et hiérarchiser les hôpitaux et les donner en responsabilité je sais pas au J'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais c'est intéressant d'avoir un invité sur le plateau qui nous parle de la Suisse, parce que la Suisse, c'est une culture. C'est une culture que je connais assez bien. La culture allemande, germanique, est une culture que je connais assez bien. Ce sont des cultures où on a le souci du travail bien fait. Je ne suis pas en train de dire que les Français travaillent mal, bien entendu, mais ce serait une absurdité de ne pas reconnaître que nous avons une relation au travail et à la tâche accomplie différente d'un pays à l'autre. Les Français travaillent différemment des Suisses et des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Grecs et tutti quanti. Ça, c'est les Italiens. Or, aujourd'hui, notre problème, c'est quoi? C'est que devant nous se profile une médecine non plus à 2 vitesses, mais à 3 ou 4 vitesses. Vous allez voir la médecine des Parisiens et des urbains des grandes villes qui ont le réseau relationnel, c'est-à-dire qui ont le professeur de médecine, le médecin de famille dans le téléphone, et quand on a un problème dans la famille, on a le rendez-vous rapidement, on a la prise en charge rapide. Ça a toujours existé, mais ça va aller en s'amplifiant. Et pourquoi? Parce que ceux-là même qui sont du côté de la profession de santé vont dire en face, mais oui, je ne peux pas soigner tout le monde, donc je vais soigner ceux que je connais qui sont dans mes réseaux relationnels. Et puis vous allez avoir un deuxième rang où on va pouvoir accéder à la médecine et aux soins en payant. Et puis, vous avez un 3e, 4e rang, comme à bord du Titanic, 3e et 4e classe. Et en 3e et 4e classe, vous êtes très mal soigné. En 4e classe, vous n'êtes pas soigné du tout. C'est une réalité en France. Il y a des millions de personnes qui ne vont pas se faire soigner par peur de ne pas pouvoir accéder aux soins ou parce qu'ils sont à 1 heure, 1 heure et demie de voiture d'un centre hospitalier. C'est vrai. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est un peu caricatural, mais... Il y a un maillon extraordinaire en France que l'on néglige, qui est le médecin de famille, qui est le médecin de médecine générale, qu'on avait d'ailleurs complètement foutu par-dessus tête au moment de début de la Covid. On leur avait dit, vous en occupez pas, c'est les hôpitaux qui vont s'en occuper. Puis vous savez, il y avait le téléphone là. Bon. Ce réseau, ce maillage de médecins référents, il est extrêmement intéressant en France. Oui, et il y a encore dans les... Vous savez qu'il y a 10% des Français qui déménagent chaque an. Non, mais, or, quand vous déménagez, vous perdez votre médecin. Et quand vous n'avez plus votre médecin... C'est à vous d'en trouver un autre quand vous arrivez là où vous arrivez. Donc, il y a des adresses où vous n'en trouvez pas. William T, je voudrais qu'on revienne à je connais des gens qui vont voir leur médecin de famille dans l'ancienne ville où ils habitaient avant, parce que là, ils le connaissent et ils font de la voiture ou du train. William T, non, c'est la réalité. Je voudrais qu'on revienne à la question que j'ai posée précédemment. Est-ce que, selon vous, cette crise sanitaire est de nature à avoir créé un électrochoc suffisant pour qu'on ne se retrouve pas dans 5 ou dans 10 ans dans la même situation aujourd'hui? Je parle de la situation de l'hôpital. Quand on regarde les sondages, parce que c'est ça qui nous permet de donner une attention sur l'intention des Français, c'est un sondage qui est fait chaque année qui s'appelle Fracture française, réalisé par l'Ipsos, qui interroge 10 à 15 000 personnes pour savoir quelles sont les tendances. Et ce qu'on voit en fait depuis le début de la crise sanitaire, c'est que les Français ont besoin de davantage de protection, alors qu'on était sur un cycle qui était plutôt libéral, qui avait amené plutôt deux favoris, Emmanuel Macron et François Fillon. Là, on se dirige plutôt sur un cycle qui est plutôt protectionniste et plutôt socialiste. Et même Emmanuel Macron est passé d'une tendance libérale, une tendance de donner plus de moyens, de ne pas faire de réformes structurelles, etc. Et vraisemblablement, les personnalités politiques qui sont candidats à l'élection présidentielle, excepté peut-être Valérie Pécresse, sont une tendance de vouloir dépenser plus d'argent, de dire qu'on n'a pas assez de moyens, qu'il faut augmenter le nombre de moyens, de rester sur la logique de augmentation des dépenses publiques et aucune réforme structurelle. Donc si on élit une de ces personnes que j'ai citées, vraisemblablement, et on se dirigera toujours vers le même cas. Après, quelle est la tendance réelle des Français? Quand on regarde ce que veulent les Français, c'est que les Français savent qu'ils veulent un changement, mais tout est une question de degré. La plupart des Français, à l'heure actuelle, sont victimes de la crise. Et donc, du coup, ils ne veulent pas un changement brutal, mais ils veulent plutôt un changement qui est progressif. Une partie d'entre eux, et qui est de plus en plus grandissante, veut un changement brutal avec le système qui a causé le déclin de la France depuis une quarantaine d'années. C'est ce que moi j'appelle l'excès de socialisme, qui a été entamé par François Mitterrand en 1980, qui a entamé une logique qui est
on socialise le travail, on répartit le travail plutôt que de créer une augmentation de création de la richesse et de perspectives de prospérité, de croissance. Et on est plutôt sur une logique, c'est ce que font les écologistes, de décroissance. Alors des soignants qui sont épuisés mais qui ne sont vraisemblablement pas, hélas, au bout de leur peine. La situation en janvier devrait considérablement se dégrader. C'est ce qu'expliquait l'infectiologue Benjamin Davido qui était l'invité de Laurence Ferrari sur CNews. Sans aller dans un scénario sombre, je pense qu'un scénario réaliste, c'est qu'à la mi-janvier, on sera à 200 000 contaminations par jour. 200 000 contaminations. Oui, et d'ailleurs, ce qui se passe même en Angleterre, on dit qu'on a du mal à compter et qu'on sous-estime. D'abord parce qu'il y a probablement aussi beaucoup d'asymptomatiques. Et en réalité, le risque, quand vous avez 200 000 personnes positives par jour, vous faites la semaine, ça fait au bout de 5 jours, vous avez 1 million de Français qui sont en arrêt de travail. Comment vous faites pour fonctionner? Comment on fait demain, nous, pour fonctionner à la veille de Noël avec des arrêts de maladie chez des soignants? Jean-Baptiste Giraud, je vais arrêter de commenter la vidéo. En fait, on y est déjà. Vous avez autour de vous, sans chercher beaucoup, des gens qui savent qu'ils sont positifs parce qu'ils ont fait un autotest ou un test en pharmacie et un certain nombre de ces tests ne sont pas comptabilisés. Et puis, il y a tous ceux qui ne vont pas se faire tester pour plein de raisons. Parfois même, c'est une réalité. Vous savez, on peut se poser la question pourquoi il y a autant de communication et pourquoi le variant Omicron ou les autres circulent aussi fortement. Mais vous avez des gens qui ont des symptômes qui ressemblent à une grippe, à un rhume, qui savent ou pas qu'ils sont positifs, qui ne veulent pas savoir ou qui savent et qui, tout en sachant, vont continuer à aller travailler. Vous avez Olivier Véran qui a quand même dit s'il faut faire comme lors du dernier confinement, faire travailler des professions de santé qui sont positifs en appliquant les gestes barrières, on le fera. Donc si c'était possible à l'hôpital de continuer à travailler en étant positif... Parce qu'il y a un risque de désorganisation de la société. Mais c'est même pas un problème de désorganisation. Et on va en parler dans un instant. On parle simplement de revenus. Oui, quand vous êtes homme ou femme de ménage et que vous êtes malade du Covid, mais que vous toussez, que vous avez le nez qui coule, eh ben, vous continuez à aller faire des ménages parce que sinon vous n'êtes pas payé. Et on peut donc contaminer. Et c'est des tas d'autres métiers, bien sûr, tels la caricaturale. Dominique Motte, vous vouliez réagir? Oui, vous demandiez s'il y avait un avant-après virus en Suisse. Oui. Il y aura un après-virus, oui, mais je vais vous dire, c'est le ministre de l'Intérieur en charge aujourd'hui parce qu'il a eu un mandat de la part des cantons. Il va rendre son mandat au canton et rien n'aura changé par rapport à avant-virus. Je parle de la Suisse. Et en France, Jérôme Béglé? J'aimerais croire que les choses vont changer. J'en suis pas convaincu. La seule chose qui bouge, c'est que quand même, les Français montrent qu'ils ont un extraordinaire besoin, nécessité de protection, d'être protégés. Ils se font tester massivement, ils se font vacciner massivement. On voit dans les enquêtes d'opinion qu'ils demandent, qu'ils sont presque prêts à supporter un Xème confinement. Donc ça va... c'est un changement de cap par rapport à ce qu'on estimait que les Français souhaitaient. Et il faudra que le prochain candidat, le prochain président de la République en tienne compte. Allez, on va marquer une courte pause. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de 90 minutes info. On abordera notamment ce Conseil des ministres exceptionnel et ce Conseil de défense qui vont se tenir lundi, qui seront évidemment présidés par Emmanuel Macron. A tout de suite. De retour sur le plateau de 90 minutes info, merci d'être avec nous en direct sur CNews. On va parler désormais de ce Conseil des ministres exceptionnel qui se tiendra lundi, suivi d'un Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron. Élodie Huchard, bonjour. Élodie Huchard du service politique de CNews. Que faut-il attendre de ce Conseil de défense? Quelles sont les mesures qui pourraient être décidées lors de ce Conseil? Eh bien d'abord, le but évidemment, ça va être d'évaluer la situation sanitaire. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, disait mercredi: si on constate qu'il y a une reprise très forte de l'épidémie liée au variant Omicron et un risque, on pourrait prendre de nouvelles mesures. Alors lesquelles? Évidemment, on en saura un peu plus lundi. On sait en tout cas les pistes du gouvernement. D'abord, le Conseil scientifique a mis en garde contre une désorganisation de la société liée notamment aux trop nombreux arrêts maladie liés à des tests positifs. Pour le moment, on le sait, une personne qui a été testée positive au virus doit s'isoler pendant 10 jours. Ce délai pourrait passer à 7 jours. Ensuite, les pistes aussi qu'ont demandé par exemple l'opposition. Valérie Pécresse souhaite qu'on repousse la rentrée scolaire. Le gouvernement ne le souhaite pas. Gabriel Attal affirme que ça serait là un ultime recours. On sait aussi que le pass vaccinal parfois ne suffira pas. Il faudra aussi dans certaines situations, en plus de son pass, présenter un test négatif. Alors évidemment, il va falloir trouver le périmètre des activités
où on demandera ce test négatif. Alors ce qu'on sait aussi évidemment, c'est que le gouvernement a voulu sauver Noël, mais craint pour le réveillon du jour de l'an, à la fois pour le brassage des populations et surtout pour les rassemblements. Un conseiller de l'exécutif nous disait cette semaine, ça peut bouger d'ici les fêtes, mais il faut éviter qu'on le fasse du jour au lendemain. Pour l'instant, les restaurants sont ouverts, mais les choses peuvent évoluer. Ce qu'on sait donc, c'est que le Conseil de défense aura lieu à 16h. Il sera suivi d'un Conseil des ministres et puis les mesures seront annoncées soit par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, ou en cas de mesures importantes par Jean Castex, le Premier ministre. Merci beaucoup Élodie Huchard pour l'ensemble de ces précisions. Jérôme Béglé, on a quand même une certitude, c'est qu'a priori s'il y a un conseil de défense, c'est qu'il y aura des annonces derrière. Alors, il y a deux choses. Souvent ça se passe comme ça. Souvent ça se passe comme ça, mais il y a deux choses. Il y a la forme et le fond. Sur la forme, dire aux Français, regardez, on s'occupe de vous, on se réunit et on fait des points d'étape sur la situation, même le lendemain de Noël, même la veille du 1er janvier, c'est important. Les Français, ils ont envie d'être sûrs que le gouvernement est bien focus, si vous permettez cette mauvaise expression, sur le sujet. Là, il n'y a pas de problème, les points sont réguliers, Conseil des ministres, Conseil de stratégie de défense, tous ces trucs-là, c'est bien fait. Ensuite, les prises de décision. Si on est vraiment sur un variant contaminant mais moins dangereux, on ne va pas reconfiner le pays. On ne va pas prendre des décisions drastiques. Là où sur les bords, on peut jouer dans les zones grises, il y a quoi? On sait bien que quand vous êtes un étranger et que vous rentrez en France, vous rentrez très facilement, alors que quand vous êtes un Français que vous voulez partir passer des vacances ailleurs, on va vous contrôler 6 fois. Donc là, il y a peut-être un petit contrôle supplémentaire à faire dans les aéroports ou les gares d'arrivée ou de départ des touristes qui viendraient en France. Après, il y a effectivement ces histoires de passe vaccinal, passe sanitaire. Est-ce qu'on va rajouter un test PCR en plus de vos vaccins pour être sûr que... Pourquoi pas? Simplement, ça veut dire qu'intrinsèquement, on n'est pas très confiant dans l'efficacité de ce vaccin. Ce qui viendrait démentir 12 à 18 mois de claironnage et de refrain sur la vaccination et notre seule planche de salut. Troisièmement, les mesures de, par exemple, je repousse d'une semaine la rentrée des classes. La France est le pays d'Europe, un des 2 pays d'Europe pour être précis, où on a le moins fermé les écoles. Et tout le monde reconnaît que c'est à mettre au crédit du gouvernement, du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et du président de la République. On ne va pas, scier la belle branche sur laquelle on a contribué à s'asseoir et à montrer des leçons au monde entier. Donc je pense que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les prises de décision, elles seront plutôt marginales, symboliques, que révolutionnaires. Donc pour que les choses soient claires, vous ne croyez pas du tout, par exemple, à un couvre-feu, notamment pour le 31 décembre? Écoutez, je pense que, d'abord, je ne le souhaite pas pour mon cas personnel. Personne ne le souhaite, mais est-ce que vous y croyez? J'y crois pas. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je n'y pense pas. Notamment parce qu'on est toujours abreuvé de documentation et d'études sur ce variant qui, effectivement, saute facilement les uns vers les autres, mais qui, pour l'instant, n'emmène pas grand monde en réanimation. Et donc, on doit tenir compte de... Il y a quand même 3200 personnes en réanimation à cause du Covid aujourd'hui. 100 000 cas Non, mais par jour. Vous dites pas grand monde. Oui, je précise le nombre exact. 3200 sur une population de 67 millions d'habitants. Absolument. C'est beaucoup, c'est trop, mais c'est pas alerte rouge. William T. Je partage l'avis de Jérôme Béglé parce que le gouvernement, en fait, on le sait depuis septembre, utilise les conseils de défense et ne fait pas forcément d'annonces, mais l'utilise pour faire un effet psychologique, pour avoir un impact sur les gestes barrières. On a vu que vous avez 3 outils en fait pour lutter contre la pandémie: le vaccin, les gestes barrières et les restrictions de liberté. Le gouvernement ne veut pas mettre en place de restrictions de liberté, surtout qu'il approche de l'élection présidentielle. Et si par cas il faisait un confinement ou un couvre-feu, ce serait fini pour les chances d'Emmanuel Macron d'être réélu en avril 2022. Donc il ne fera pas de restrictions de liberté trop importantes. Donc il utilise d'un point de vue de communication Olivier Véran et Gabriel Attal pour avoir un impact sur la population sur les gestes barrières. On est obligé de théâtraliser, on voit Marlène Chapia, Gabriel Attal, Olivier Véran dire il faut sauver Noël. Donc du coup ça a un impact sur la population, on le voit dans les études. Et donc du coup les gens sont incités à plus respecter les gestes barrières pour l'utiliser comme deuxième levier pour lutter contre la pandémie. Actuellement, le gouvernement utilise 2 outils. La vaccination avec le rappel à la 3e dose, plus le rappel aux gestes barrières. Et donc, du coup, il va vraisemblablement combiner ces 2 effets-là. Ensuite, après, est-ce qu'il va utiliser les tests pour les coupler sur la question de la vaccination? S'il utilise les tests sur les vaccinations, il contredirait la doctrine gouvernementale du 12 juillet. Et est-ce que les gens seraient incités, du coup, à se faire vacciner pour la 3e dose de rappel et l'éventuelle 4e dose qui suivra aux alentours de septembre 2022? Vraisemblablement pas. Donc, ils ne le feront pas dessus. Ils utiliseront des marges marginales. Ils pourront... encourager les entreprises à faire du télétravail, des petites mesures marginales comme l'a dit Jérôme Béglé, et ce sera tout.
Donc Jean-Baptiste Giraud, pas besoin de sauver le 31, il est déjà sauvé, si je comprends bien. C'est la campagne présidentielle, ou plutôt l'élection présidentielle qu'il faut sauver, c'est le mot qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de ce plateau. On va y venir. En fait, aujourd'hui, bon, je ne veux pas aller trop vite allez-y. en musique, mais lundi après-midi, c'est surtout de l'opportunité de telle ou telle décision et donc de son annonce dans le cadre de la campagne présidentielle et de l'élection du probable candidat Emmanuel Macron pour un second mandat qui sont en jeu. Il y en a un qui s'est pris une veste il y a 4 ans et demi, excusez-moi pour le jeu de mots, mais il s'est pris une veste à cause d'une veste. Ce serait bête de se prendre une veste au premier tour de l'élection présidentielle parce qu'on n'a pas fait les bons choix au mois de décembre 2021 ou au mois de janvier 2022. Et les bons choix, ils ne sont pas simples à prendre. Effectivement, décider de fermer un petit peu la France dans les jours à venir pour éviter la circulation du variant, ça peut se retourner contre Emmanuel Macron, président, et demain Emmanuel Macron, candidat, sachant qu'en même temps, vous avez un certain directeur général de l'OMS qui dit « Laissez circuler le variant Omicron, laissez-le circuler, ce n'est pas une bonne idée de vacciner les enfants, il faut que ce variant circule, plus on vaccine les gens, et plus vous aurez des variants dont on n'est pas sûr qu'ils ne seront pas plus dangereux, qui vont circuler. » On va l'écouter on va entendre l'OMS pour une fois. On va l'écouter dans un instant, le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Devancer l'appel. Juste avant, Dominique Motte, on en est où en Suisse du niveau de restriction? Est-ce qu'aujourd'hui on vit complètement librement ou est-ce qu'il y a quand même un certain nombre de restrictions en vigueur? On vit totalement. Bon, on n'a jamais été confiné, jamais. Pas une journée. Vous avez laissé vos stations de ski ouvertes. Ça fait rêver ce que vous dites là. Comme moi m'a fait totalement rêver. Voilà. Ça fait rêver. Bah, oui. On a une très bonne championne qui s'appelle Lara Goutte. Oui. Elle est tombée malade il y a 3 jours. Elle n'a pas concouru ces 2 dernières semaines. Donc aucune restriction en Suisse en ce moment. Aucune restriction. Je peux circuler, et j'ai pu depuis 2 ans, circuler de Zurich à Lugano et de Bâle à Genève, sans problème, sans rien du tout. Et est-ce que vous avez eu plus de morts par rapport à la France en termes de population? Peut-être un peu moins. Un peu moins. Bon, écoutez, on va tous partir vivre en Suisse alors. Puisqu'on a tous des il n'y a pas de place pour tout le monde. Des membres de nos familles qui sont autour de la table ou qui étaient autour de la table hier. Moi, j'ai dans ma belle famille une belle-sœur qui est des Pays-Bas. Eh bien, elle nous racontait que dans les Pays-Bas, tout est fermé, mais ils vont tous en Belgique. Ils vont tous en Belgique faire du shopping et dans les restaurants. Ce que nous dit Dominique Motte est très intéressant et c'est même très frappant. Il nous dit qu'il n'y a pas eu de restriction, on n'a jamais été confiné et il n'y a pas eu plus de morts, si ce n'est moins qu'en France. C'est la Suisse. Donc on entend ça et on se dit que tous les efforts qu'on fait depuis 2 ans, ils sont peut-être marginaux finalement dans le contrôle de l'épidémie. Je n'ai pas terminé ma réponse. Parce que ça dépend du moment, ouais. Je n'ai pas terminé ma réponse, mais elle va être très courte. On n'a pas de conseil de défense en Suisse. Il y a le ministre de l'Intérieur, je vous rappelle qu'il est ministre de l'Intérieur, en charge de consolider les décisions qui ont été prises par chacun des cantons. Il consolide tout ça et il annonce à ce moment-là des mesures au niveau fédéral, c'est-à-dire au niveau du pays. Mais ce n'est pas lui qui décide tout seul dans son coin. Il reprend et consolide les décisions des cantons. La question que vous posez, c'est la question qui va, à mon avis, qui peut créer certaines crises politiques dans les pays occidentaux. Est-ce que si on n'avait rien fait, il y aurait eu le même nombre de morts que toutes les mesures qui ont été prises en France depuis 18 ans? Est-ce qu'on aura la réponse à cette question un jour par ailleurs? Moi, j'en suis pas certain. Si, on l'aura. Si on l'aura. Le grand livre du Covid. Il y aura le livre noir du Covid et il y aura les bons, les mauvais et les élèves médians. C'est une évidence. Va-t-on remonter vers la Chine et tout ça? Ah ben oui aussi. Dans le livre noir du Covid, il y aura aussi on a commencé la Chine. Déjà, alors en parenthèse, vous avez vu oui, on a commencé puisqu'il y en a 14 qui ont été condamnés. Ils ont eu la porte fermée, ils ont dû rentrer. Non, il y a eu 14 personnes qui ont été impliquées dans la propagation du virus initial, qui ont été condamnées en Chine et sans doute emprisonnées. Par des Chinois? Oui, par des Chinois, oui. Ils sont confinés comme la joueuse de tennis. Non, mais on va... William T. Non, mais c'est évident qu'on va faire le bilan de la crise du Covid et dans 50 ans, on dira que les pays occidentaux étaient empreints d'une certaine folie parce qu'on a sacrifié les jeunes actifs pour sauver les retraités. Dans 50 ans, j'ai envie de vous dire qu'Emmanuel Macron ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Donc ça sera un peu tard. Oui, mais pour tous les présidents de la République, vous avez la question d'être jugé par l'histoire. Oui, donc, du coup, toutes ces personnes-là vont se dire qu'on a sacrifié toutes les générations jeunes et les actifs pour sauver les retraités. C'était un choix qui était collectif, qui était fait. Mais ça va être jugé de façon décente. Et c'est pour ça qu'on va parler de génération sacrifiée. Ensuite, après, sur la question du Covid que vous évoquez, est-ce que les mesures de restriction de liberté ont un impact? En 2020, ça a eu un impact parce qu'on n'avait pas un outil qui s'appelait le vaccin. En 2021, il y a de plus en plus de doutes. On a vu la différence notamment avec Boris Johnson qui mène une politique d'ouverture et par rapport à la nôtre et celle allemande et les pays d'Europe centrale, on a vu qu'on est sur des nombres de morts qui sont à peu près équivalents, qu'importe les restrictions ou pas. Dominique Motte. J'interviens toujours pour mettre
mon grain de sable suisse, il n'y a pas de candidat à la présidence de la Suisse en vie actuellement. Il n'y en a pas. Et il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle en France, ce qui fait une différence majeure, majeure avec la Suisse. Et on va parler précisément de cette élection présidentielle dans un instant. Juste avant cela, je veux qu'on écoute rapidement le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui justement dit attention, attention, la vaccination, eh bien, ça n'est pas la clé, l'unique clé pour sortir de cette pandémie. Écoutez. Aucun pays ne pourra sortir de la pandémie à coup de doses de rappel. Les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu, sans prendre d'autres précautions. Bon, Jérôme Begley, quand on entend le directeur de l'OMS, on se dit quand même, que peut penser le gouvernement de ça? Parce que le gouvernement a précisément misé sa stratégie quasiment uniquement sur la vaccination. Oui, mais attendez, s'il y a bien un blessé grave de cette crise de Covid, c'est la parole scientifique et la parole médicale en général, et l'OMS en particulier. Vous mettez 3 médecins sur un plateau, ils vont vous dire 3 trucs différents. La vaccination est absolument indispensable. La vaccination, il ne faut pas la faire. La vaccination, c'est bien, oui, mais... Bon, l'OMS a dit absolument n'importe quoi. Ça venait pas de Chine. On allait faire des enquêtes. Ils avaient envoyé 25 personnes dans un laboratoire. Ils étaient sûrs de leur décision. Bon, très sincèrement, aujourd'hui, je pense que la cacophonie, il faut un tout petit peu la mettre mezza voce, attendre. J'aimerais bien qu'on ne se vaccine pas tous les 3 mois, tous les 4 mois. À court terme, je ne vois pas d'autres solutions. Voilà. Je ne vois pas de médicaments miracles. Je sais que Pfizer en a un qui est homologué et que je crois AstraZeneca est sur le point d'en avoir un ou c'est en cours d'en avoir un. Bon, que tout ce qu'on peut voir sur l'achalandage, si je puis m'exprimer ainsi, des services de réanimation en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, dans tous les pays occidentaux, y compris en Suisse, c'est que proportionnellement, il y a quand même moins de vaccinés que de non-vaccinés. Point. William T. Je suis d'accord, parce qu'en fait, l'OMS, c'est quand même l'organisation qui avait dit... Vous êtes d'accord avec moi. Je n'en voudrais pas particulièrement. Je sais dire un truc atroce, mais je suis pas d'accord. C'est bien un truc atroce. Non, mais en fait, l'OMS, au début de la crise, avait dit que les masques n'étaient pas nécessaires. Puis après, a dit que c'était nécessaire. A dit que ce n'était pas responsabilité de la Chine. Et désormais, les enquêtes montrent que le vaccin vient probablement d'un laboratoire chinois. Donc les différentes tendances montrées par l'OMS ne sont pas fiables parce qu'ils ne font pas des avis scientifiques, ils font de la politique parce qu'ils sont tenus par la Chine, notamment l'OMS. Et pourquoi est-ce que l'OMS dit ça? Parce qu'en fait, là où ils ont raison, c'est que sur la question de la vaccination et des variants, vraisemblablement, à partir du moment où vous n'avez pas de vaccination mondiale, vous aurez l'apparition de variants de plus en plus prononcés qui apparaîtront dans les pays dits émergents tant qu'on n'aura pas de stratégie de coordination mondiale de la vaccination et tant qu'on n'aura pas ce qu'on appelle l'immunité collective et naturelle. Sur ce point-là, ils ont tout à fait raison. Ensuite, après, est-ce que nous, on a intérêt à ne pas se faire vacciner? Mais c'est complètement débile. Parce qu'en fait, la vaccination nous permet d'éviter la saturation des hôpitaux. Et donc, du coup, c'est le seul outil qui nous reste pour éviter l'outil majeur. La difficulté qu'on a en termes de stratégie, c'est que le gouvernement et les chaînes d'information et les médias reprennent un seul chiffre qui est non pas la question des admissions à les hôpitaux qui étaient pris dans la première et deuxième vague, mais prennent la question du nombre de cas. Et comme on résout dans un nombre de cas, on a l'impression des situations complètement catastrophiques et apocalyptiques. Alors que ce qui nous intéresse, c'est les questions, est-ce que les hôpitaux vont être saturés? Et si les hôpitaux sont saturés, il faut confiner. Mais les gens raisonnent sur la question du nombre de cas. Ce que dit l'OMS est un peu différent. L'OMS dit on ne fera pas disparaître ce virus de la planète avec le vaccin. Mais il sera jamais loin. L'OMS dit qu'il faut que le virus circule parce que c'est important. Et là, je ne vais pas faire le médecin sur le plateau parce que j'en ai pas du tout la légitimité ni la compétence. Mais rappelons-nous l'histoire d'un virus, quel qu'il soit. Son rôle, c'est de survivre et d'accompagner l'humanité quand il contamine les humains le plus longtemps possible. Donc, le virus du rhume ou de la grippe, il nous accompagne depuis sans doute plusieurs centaines ou milliers d'années. Et ce sont des virus qui ont réussi. Certaines années, ils sont plus virulents que d'autres et ils font des morts. Et d'autres années, c'est des petites grippes et des petits virus. Le job du Covid-19, c'est de réussir et de se disséminer dans l'humanité en faisant le moins de morts possible et en se reproduisant le plus possible. Peut-être que le Père Noël, pour reprendre l'esprit de Noël de Jérôme Begley tout à l'heure, peut-être que le Père Noël nous a apporté dans sa hotte le variant Omicron. Je le dis un peu en plaisantant parce qu'il faut aussi prendre un peu de légèreté sur ce sujet et un peu sérieusement. Si le variant Omicron est effectivement beaucoup moins létal que les autres, oui, peut-être que ce Covid-19 peut se transformer en une mauvaise grippe pour l'immense majorité de la planète. Et ce serait une bonne chose. Je veux qu'on dise un mot, puisqu'il nous reste peu de temps avant la publicité, de l'événement qui va nous occuper durant les 3 prochains mois. Puisque dans 3 mois et demi maintenant, les Français seront appelés aux urnes pour élire le président de la République. Cette élection qui va se tenir dans des conditions absolument singulières, inédites. Même on n'a jamais connu ça en France depuis un certain temps maintenant.
Est-ce qu'on imagine, Jérôme Begley, une campagne... Enfin, est-ce qu'on l'imagine? On l'imagine, mais est-ce qu'on peut voter dans ces conditions-là? Une campagne sans meeting, sans réunion publique, sans candidats qui vont serrer des mains. Est-ce que ça ne change pas la nature même de l'élection présidentielle? Si, parce que l'élection présidentielle, c'est un homme qui rencontre un pays, une population qui vote pour un homme ou pour une femme. Bon. Et donc le côté intuitu personné est beaucoup plus important que lorsque vous votez pour des législatives, des régionales ou des départementales. Bon. Maintenant, est-ce que des meetings font l'alpha et l'oméga d'une campagne présidentielle? Est-ce que sur un meeting, on inverse une courbe? On peut. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron, c'est votre projet. Ça a été un événement pendant la campagne. Ça a été une révélation pour une partie de l'électorat. Est-ce qu'il aurait atteint ce niveau-là aussi rapidement dans les sondages sans ce meeting-là? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que sur une campagne 100% digitale, ça va ruer dans les brancards. Hein. Est-ce que François Bayrou en 2007 aurait atteint ce niveau dans les sondages s'il n'avait pas giflé un enfant sur un marché? Ça a été un fait politique lié à une campagne de terrain. Donc est-ce que ça change la nature de l'élection, non? Jusque l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, les élections se passaient différemment. Les élections présidentielles sont très tributaires des moyens de communication que l'on déploie et donc des avancées technologiques du moment. Bon, donc dans un monde idéal, ce serait bien d'avoir les réseaux sociaux, la télévision, la radio, la presse écrite et les meetings. Bon, aujourd'hui, on voit bien que les dés vont rouler un petit peu différemment. Dans quelle mesure, je n'en sais rien. Est-ce que ça va fausser la présidentielle? Je n'y crois pas, dans la mesure où, évidemment, tout le monde sera logé à la même enseigne et aura les mêmes embarras pour communiquer ou les mêmes avantages pour communiquer sur d'autres plateformes. Oui. C'est tout. Je vous décris pas un monde idéal, mais c'est pas non plus la peine de dire que la présidentielle va être truquée ou va être Il va être d'accord. William, vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Alors je vous donne la parole, avec plaisir. Je suis pas d'accord, parce qu'en fait, ce qu'on voit dans les différentes campagnes présidentielles, c'est que le plus important, ce sont les premiers meetings de janvier. C'est ce que vous avez décrit sur Emmanuel Macron lorsqu'il fait son meeting en décembre en 2016 et qui commence à monter parce que c'est notre projet. Et donc, du coup, il arrive avant les fêtes de Noël à un solde d'entre 18 et 20% qui lui permet de s'opposer en principal challenger à François Fillon. Nicolas Sarkozy inverse la tendance. En 2007, c'était Ségolène Royal qui est annoncée gagnante avec le meeting Porte de Versailles en 2007. François Hollande s'inscrit dans une dynamique présidentielle grâce au premier meeting de campagne, grâce au meeting du Bourget. On est lui, c'est la finance. Et en fait, ça permet de donner une thématique. En fait, le plus important du meeting, c'est pas le nombre de meetings que vous faites ou le meeting d'après, c'est le premier meeting qui vous permet de donner une coloration à la campagne présidentielle. C'est pour ça que je pense que la crise du Covid aura un impact, parce que sur les meetings de janvier, vous n'aurez pas de grands meetings, vous n'aurez pas de coloration, et du coup, ça fausse la donnée en faveur d'Emmanuel Macron, parce qu'il a un avantage, c'est qu'il est sortant, et dans la mesure où il est déjà connu par l'ensemble des Français, qu'on connaît déjà sa coloration politique, ça lui permet en plus, un deuxième point, de retarder son entrée en campagne, ce qu'il souhaite absolument. Il souhaite entrer en campagne le plus tard possible, et ça évite aux autres, parce qu'on le sait depuis les élections municipales, départementales et régionales, que la crise du Covid donne un avantage important pour les sortants. Après, il y a un troisième point, c'est que la relation de la campagne présidentielle a changé. Ce qui se joue maintenant, c'est les débats télévisés. Le reste a beaucoup moins d'importance, et donc du coup, la campagne se jouera dans les débats télévisés. C'est pour ça qu'à partir de février jusqu'à avril, on n'aura quasiment pas d'impact sur la crise du Covid. Voilà, Dominique Motte. Moi, je vais vous décevoir beaucoup. Ah. C'est qu'aujourd'hui, je peux vous donner le nom de M. Parmelin, qui est le président de la Suisse aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre. Vous aussi, vous pouviez le faire. Mais pouvez-vous dire qui est au 1er janvier? Oui, alors ça, c'est rien. Alors moi, je peux vous dire. Enfin, nous pouvons vous dire. Il s'appelle M. Isanio Cassis, parce qu'il est vice-président aujourd'hui. Il passe au total. Mais attendez, lui va être président pendant l'année 2022, mais il a comme vice-président M. Berset. Donc je peux vous dire déjà qu'au 1er janvier 2023, le président de la Suisse s'appelle Alain Berset. Les Suisses sont très prévisibles. C'est fini, j'ai fini le débat. Bon, c'est pas long. Sans meeting. Oui. Même à 2000, un meeting. Non, il n'y a pas de meeting. Sans meeting, non mais je reviens sur la France. Sans meeting, vous n'avez pas de couverture médiatique. Sans marché, tractage sur un marché, vous n'avez pas de couverture médiatique. Sans tractage sur un marché, vous n'avez pas d'incident comme celui dont vous avez parlé il y a quelques instants. Ce que vous dites, c'est qu'une campagne, ce sont des images en fait. Voilà. Ben oui, il faut absolument être sur le terrain. Vous avez vu, il y a eu une bataille cette semaine sur l'Arménie, comment Valérie Pécresse gère l'Arménie, comment Éric Zemmour gère l'Arménie. Il y a eu cette bataille des images. Il faut absolument être sur le terrain à un moment ou à un autre. Et donc, s'il n'y a pas de terrain parce que certains décident de ne pas y aller, comme a fait Joe Biden, et ça ne lui a pas coûté pour autant l'élection présidentielle, et si d'autres y vont coûte que coûte, eh bien, ça va se jouer là-dessus. Jérôme Begley, vous dites l'élection ne sera pas faussée.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, si on est encore en pleine crise sanitaire au mois d'avril, de voir une partie de l'électorat, le plus fragile, donc peut-être le plus âgé, ne pas se rendre aux urnes? Ça serait de nature à fausser une élection. Oui. Quand vous avez une catégorie précise, particulière de la population qui va moins voter qu'une autre, ça peut changer le résultat. Une catégorie qui a pour caractéristique de voter massivement pour le candidat LR. Et bien sûr, qui vote à droite. C'est ce que j'allais vous dire, qui vote précisément plutôt à droite, et là en l'occurrence plutôt pour Valérie Pécresse. Je crois que le gouvernement réfléchit à faciliter les opérations de vote par correspondance ou de vote par tierce personne. Procuration en France, alors c'est horriblement compliqué. Dans beaucoup de pays, c'est simple comme bonjour, c'est pas comme c'est en Suisse. Mais bon, si vous voulez, il faudra, écoutez, comment on faisait pour voter en temps de guerre? À un moment donné, moi je veux bien qu'on dise que tout est dramatique, mais si on a des situations sanitaires particulières... C'est un peu dramatique ce qu'on vit depuis 2 ans, permettez-moi quand même. D'accord, mais on se retrousse les manches. Si on pense vraiment que l'élection du président de la République, c'est le point cardinal de notre démocratie, et la 5e République a quand même été fondée là-dessus, eh ben, on se met un scaphandrier, enfin ce que je dis est peut-être un petit peu excessif, mais en tout cas, on va voter. Si on pense vraiment que l'avenir de la France se décide avec l'élection qui aura lieu les 10 et 24 avril, on se donne les moyens de le faire en prenant comment dirais-je, les conditions et les précautions sanitaires qui seront d'ailleurs proposées dans les bureaux de vote et proposées par l'État pour le faire. Arrêtons de chouiner et de dire mon Dieu, on va pas pouvoir y arriver, on va pas pouvoir voter parce que ci, parce que ça. Soit c'est important, on y va, soit on dit que c'est banal et que ça se joue au tour d'après, c'est-à-dire aux législatives, et on n'y va pas. Mais il faut être un peu cohérent avec soi-même aussi. Allez, vous restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la 3e partie de 90 minutes info. On va souffler un peu, on va parler dessert de Noël évidemment, puisqu'on va accueillir le chef pâtissier du Royal Monceau à Paris qui va nous faire saliver. A tout de suite. De retour sur le plateau de CNews, dans quelques instants, nous accueillerons le chef pâtissier du Royal Monceau à Paris. Le Zap politique dans un instant. Avant cela, je voudrais vous remercier, Dominique Motte, d'avoir été avec nous. Je présente votre livre « De la démocratie en Suisse » qui est paru aux éditions La Route de la Soie. Merci d'avoir partagé cette heure dans 90 minutes info. Comme promis, le Zap politique et on se retrouve tout de suite après. Dans notre pays, chacun l'a compris et nous le disons sans détour, la situation est critique. Elle est critique parce que l'épidémie Delta circule encore dans notre pays. Nous atteignons des niveaux d'incidence absolument inédits en France, avec 73 000 cas positifs détectés hier, ce qui constitue une nouvelle fois un record depuis le début de la pandémie. Un taux d'incidence qui dépasse très largement maintenant les 500 pour 100 000 habitants. Ce sont des records et des signaux évidemment inquiétants. Plus d'une personne sur 200 est contaminée chaque semaine dans notre pays. Ce sont surtout les moins de 50 ans, certes, mais cette période de fête, et nous le savons, les nombreux rassemblements qu'elle occasionne, doit nous inciter à la plus grande prudence. La situation est critique aussi puisque la tendance hospitalière est elle aussi en hausse. Nous avons dépassé les 3 000 patients en réanimation, les 15 000 personnes hospitalisées avec des hausses de plus de 10% sur une semaine. Lorsque le variant Omicron est apparu, on a mis en place des mesures draconiennes d'isolement, de contact tracing, de séquençage systématique pour pouvoir empêcher ce variant de rentrer sur le territoire. Désormais, il circule, il est amené à être majoritaire, c'est l'affaire de 48-72 heures peut-être. On voit qu'il augmente effectivement très vite, c'était attendu. Donc on peut sans doute, on peut certainement même commencer à modifier, comme nous l'avions fait avec d'autres variants, les conditions d'isolement pour les cas contacts. J'ai demandé au conseil scientifique, j'ai demandé toute l'expertise nécessaire pour que nous puissions, au plus tard, en tout début de semaine à venir, déterminer quelles seront les nouvelles modalités d'isolement, à savoir est-ce qu'on traite le variant Omicron comme nous avions traité le variant Delta. Nous le constatons chez certains voisins qu'une part non négligeable de la population active se retrouve cas contact ou positive au virus, même sans symptômes, au même moment. Et évidemment, nous devons éviter tout phénomène de paralysie dans le pays, vous l'aurez bien compris. C'est pour ça qu'il y a des cellules d'anticipation à tous les niveaux. J'en ai une au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des transports, au niveau de l'économie, etc. Les règles évolueront probablement. Je ne peux pas vous donner encore avec certitude la façon, le nombre de jours d'isolement qui seront requis désormais, mais ça va évoluer évidemment. Nous prévoyons d'offrir 2 millions de créneaux supplémentaires d'ici à la fin de l'année pour permettre aux Français de faire leur rappel de vaccination dans les centres de vaccination.
Cet effort, nous devons le poursuivre encore ensemble après les fêtes. Et évidemment, la campagne de vaccination, de rappel, va continuer à monter en puissance, y compris après les fêtes et y compris dans le courant du mois de janvier. Accélérer, c'est aussi mettre en place le pass vaccinal sans attendre. Vous le savez, nous avions prévu d'adopter en Conseil des ministres le projet de loi sur le pass vaccinal le 5 janvier et nous visions une adoption définitive avant la fin du mois de janvier. Le Premier ministre l'a annoncé aux élus ce matin. Nous avons décidé d'accélérer et d'avancer ce calendrier. Un Conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Nous sommes tous inquiets, bien sûr. C'est pour ça que nous accélérons la campagne de vaccination, parce que c'est vraiment la seule façon de pouvoir lutter contre ce Omicron. Aujourd'hui, on est à peu près à 55% de capacité en réanimation dans nos hôpitaux. Alors, c'est une moyenne nationale. Il y a des tensions, vous l'avez dit, en Île-de-France et dans d'autres régions. Donc, moi, je fais un appel vraiment à la vaccination massive, parce que c'est comme ça qu'on évite les formes graves du Covid. Je rassure tout le monde, de la même manière que ça a été le cas et que c'est encore le cas pour les adultes, progressivement, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de créneaux de vaccination vont ouvrir pour permettre aux enfants de se faire vacciner. Nous avons vu un consensus se dessiner autour d'un devoir de prudence. Nous savons que ce variant s'engouffrera dans toutes les brèches que nous lui laisserons et circulera extrêmement rapidement et facilement. C'est pourquoi nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de limiter au maximum les rassemblements en cette période de fête et évidemment au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est autour de ce même constat que le Premier ministre a demandé aux élus locaux l'annulation des cérémonies de vœux qui étaient prévues tout au long du mois de janvier, vous le savez, comme cela existe traditionnellement dans notre pays. Donc la stratégie économique du gouvernement reposant sur le quoi qu'il en coûte a sauvé le pays. C'est aussi simple que cela. Qui aujourd'hui a retrouvé son niveau d'activité économique d'avant-crise? Pas le Royaume-Uni, pas l'Italie, pas l'Espagne, pas l'Allemagne. La France l'a retrouvé grâce au quoi qu'il en coûte, à la protection de l'activité économique et la relance. Et maintenant, nous sommes passés à une réponse qui est ciblée. Au cas par cas, on regarde chaque entreprise qui a des difficultés, on accompagne celles qui sont les plus pénalisées. Je pense évidemment aux boîtes de nuit. On a mis en place un dispositif accéléré de traitement des coûts fixes des boîtes de nuit qui sont fermées. Je pense aux traiteurs. Je pense à l'événementiel. Oui, ils sont très durement touchés, forcément. Aujourd'hui, il y a des annulations, il y a des fêtes de fin d'année qui sont reportées, il y a des pots de fin d'année qui sont annulés. C'est dur pour tout le monde. C'est une période qui est dure pour tout le monde. Les Français doivent simplement savoir qu'il y a un gouvernement qui est à la barre, qui a une stratégie très claire reposant sur la vaccination, qui donne des résultats et qui continuera à accompagner chaque entreprise, chaque salarié en difficulté, tant que cette crise durera. Donc on va beaucoup plus vite que les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés pour Noël et nous allons aller encore beaucoup plus vite. J'ai réuni hier la totalité des centres de vaccination, des agences régionales de santé, des préfets et des collectivités pour leur donner un objectif encore plus ambitieux pour le mois de janvier. C'est que nous allons tout mettre en œuvre pour amener encore plus de renforts dans les centres, encore plus accompagner la médecine de ville, les pharmaciens, les infirmiers au domicile, les kinés, les sages-femmes qui vaccinent, de manière à augmenter encore le rythme. Et je souhaite que nous soyons au-dessus du million de vaccinations par jour, très régulièrement au cours du mois de janvier. Vous rappelez que l'objectif principal de cette ouverture de la vaccination aux enfants entre 5 et 11 ans, c'est bien de les protéger eux-mêmes, de protéger ces enfants contre des formes graves du Covid-19. Alors fort heureusement, ces formes graves sont rares, mais elles peuvent arriver, elles ont pu survenir et donc l'objectif principal de cette vaccination, le bénéfice premier de cette vaccination, de cet élargissement de la vaccination aux 5-11 ans, c'est bien de protéger les enfants eux-mêmes contre la vaccination. Puis un deuxième objectif qui est tout aussi important, avec un bénéfice peut-être un peu plus indirect et qui est effectivement de limiter, diminuer la circulation du virus dont le ministre Olivier Véran vient de rappeler qu'elle était en forte hausse avec le variant Omicron. Vacciner les enfants, c'est aussi contribuer à limiter la circulation du virus, notamment dans les écoles, et c'est donc faire en sorte, comme nous
efforçons de le faire depuis 2 ans, de à tout prix maintenir les écoles ouvertes. On sait quel est l'impact dès qu'une classe ferme, dès qu'une école ferme, quel est l'impact sur les inégalités scolaires entre les enfants, sur le moral de nos enfants qui ont besoin de voir leurs copains, qui ont besoin d'être avec leurs camarades. Et donc la vaccination, l'élargissement de la vaccination 5-11 ans permet aussi de freiner la circulation du virus dont on voit qu'elle est en forte progression dans notre pays. Il faut expliquer aux parents, il faut expliquer aux enfants aussi, il faut parler avec eux. J'encourage tous les parents que dans les familles, on parle de ça avec ces enfants, qu'on leur explique l'importance pour eux et puis plus collectivement de cette vaccination. Et puis venir ici auprès des professionnels de santé qui eux aussi expliqueront, rassureront quand il le faut. On nous a dit que c'était les parents qui parfois avaient plus besoin d'être rassurés que les enfants eux-mêmes d'ailleurs. Et puis tout se passera bien comme cela se passe bien depuis le début de cette campagne de vaccination. Puis je suis aussi venue dire à ces militaires toute ma reconnaissance et ma gratitude en ces périodes de Noël, car ils continuent la mission. Et pendant cette période de Noël, nous avons aussi adapté la mission Sentinelle, puisque c'est une mission qui suit au fond les mouvements des Français. Donc lorsque les Français se déplacent, lorsqu'ils quittent les villes pour partir en vacances, eh bien la mission Sentinelle, elle aussi, s'adapte à ces mouvements. Et pour ce qui concerne ce milieu urbain dans lequel nous sommes, eh bien évidemment, nous concentrons la mission Sentinelle là où il va y avoir du public, dans les gares, dans les aéroports, dans les marchés de Noël, car il y en a, dans les lieux d'affluence. La mission Sentinelle, depuis 2015, assure sur le territoire national la protection des Français dans la lutte contre le terrorisme. Nous renforçons en effet la mission sur un certain nombre de lieux. Nous redéployons les moyens pour être toujours certains que nous sommes prêts à répondre, en particulier dans les lieux qui attirent du public, où il y a des concentrations humaines. Parce qu'elles sont plus à risque. Mais bien sûr, nous sommes toujours en étroite coordination avec policiers et gendarmes et nous travaillons en fonction du renseignement qui nous est fourni pour pouvoir être prêts à être là où on ne nous attend pas nécessairement. Alors j'ai effectivement demandé à la police et à la gendarmerie sous l'autorité des préfets de surveiller particulièrement les lieux de culte chrétiens, les lieux de culte catholiques pour les fêtes des réveillons du 24 et pour les messes de Noël du 24 et du 25. Et donc j'ai demandé, en lien avec les municipalités, mais c'est le travail avant tout de la police et de la gendarmerie, la présence physique des effectifs de police et de gendarmerie puisse permettre aux chrétiens, aux catholiques de fêter Noël dans d'excellentes conditions de sécurité. Pour répondre totalement à votre question, la menace terroriste est importante, elle est importante dans notre pays, elle peut frapper à tout moment. Grâce au travail de la DGSI, des services secrets intérieurs et de la police et de la gendarmerie, c'est 37 attentats islamistes qui notamment été déjoués, 7 attentats d'ultra-droite qui ont été déjoués. C'est parce que nous sommes tous les Français, je crois, attentifs et que nous veillons à cette société qui nous permet de pouvoir donner des informations ou être sur nos gardes. Malheureusement, la menace terroriste existe et je veux remercier les policiers et les gendarmes qui seront en train, non pas de fêter en famille les fêtes de Noël, mais protéger les lieux de culte. Je serai moi-même dans un commissariat pour Noël et pour le Nouvel An pour pouvoir leur souhaiter ces fêtes et essayer de protéger notre population. Nous avons encore l'année prochaine 2000 policiers et gendarmes formés qui sortiront dès le mois de mars des écoles de police et de gendarmerie. Donc il est vrai qu'il faut augmenter les effectifs partout sur le territoire national. Ils ont augmenté d'une 50aine à Saint-Étienne. Je veux d'ailleurs souligner qu'à Saint-Étienne, les policiers ont aussi des résultats particulièrement intéressants. Beaucoup moins de cambriolage, beaucoup moins de feux de véhicules, beaucoup moins également d'atteintes aux biens publics. Il faut que nous puissions continuer à faire ce travail. J'entends la demande du maire de Saint-Étienne comme toutes les demandes, mais je veux me réjouir que pour la première fois, pour le premier quinquennat depuis de nombreux quinquennats, il y a une augmentation d'effectifs partout. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait assez, mais c'est un très bon début. Ce qui nous soucie un peu, c'est pas tellement le fait de restrictions qui ne sont pas à l'ordre du jour dans les salles de spectacle, mais de voir que des personnes hésitent à se rendre dans les salles de spectacle. Et par peur de contamination ? Par peur de contamination, sans doute. Des personnes fragiles qui hésitent à se rendre dans ces salles. Il y a 2 secteurs qui sont particulièrement touchés. Les cabarets.
qui voient leur fréquentation vraiment nettement diminuer, à la fois parce que des artistes sont touchés, mais aussi parce qu'il y a des réservations qui sont annulées, et puis les spectacles debout, les spectacles de musique, parce que là, disons, comment pourrait-on dire, le seuil de rentabilité est extrêmement élevé, c'est 90% de fréquentation, et ce sont deux secteurs qui sont particulièrement touchés. C'est pour cela que nous avons pris avec Elisabeth Borne la décision que ce qu'on appelle l'activité partielle ou chômage partiel, qui n'était accordé qu'à partir d'une chute de fréquentation de 80%, nous l'avons abaissé à 65% pour faire en sorte que ces secteurs puissent s'en tirer. De retour en direct sur le plateau de CNews. Merci de nous rejoindre. J'accueille sur ce plateau Quentin Lechat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef pâtissier du Royal Monceau, qui est un palace parisien. Vous allez nous présenter dans quelques minutes vos créations, qui ont l'air absolument sublimes et délicieuses. Vous allez nous dire comment est-ce que vous faites tout ça, qui les achète, et est-ce que vous en avez vendu beaucoup pour Noël, notamment. Avant cela, je veux qu'on dise un mot des vœux, parce que Noël, bientôt le jour de l'an, les politiques, les candidats à l'élection présidentielle présentent leurs vœux. Marine Le Pen a présenté ses vœux pour Noël aux Français. Et vous avez remarqué peut-être une particularité, il n'y a rien qui vous a marqué par rapport aux vœux des années précédentes? Le Santon, Raoult? Alors, le Santon, ça signifie qu'il y a une crèche. Pour la première fois, il y avait une crèche sous le sapin de Noël de Marine Le Pen. Inévitablement, on en rigole, mais ça a une signification politique à 3 mois d'une élection présidentielle. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire que les racines chrétiennes passaient également par elle. Vieux refrain déjà entonné par Éric Zemmour et par d'autres avant lui. Elle a raison. D'ailleurs, c'est quelque chose qui fait relativement consensus en France. On n'est plus dans les batailles avec le Conseil d'État pour savoir si tel conseil départemental ou régional avait le droit de mettre un sapin de Noël ou une crèche. Maintenant, le centenaire Raoult, oui. Madame Le Pen, était-ce vraiment indispensable? Était-ce vraiment indispensable? J'ai envie de dire, Éric Raoult, combien de divisions? Parce qu'il y en a d'autres qui lorgnent sur le Raoult. Didier Raoult. Éric Raoult, c'est un ancien député. Donc Didier Raoult, combien de divisions? Effectivement, Éric Zemmour, pour le coup, c'est d'où le lapsus, a dit à plusieurs reprises que on avait un petit peu trop tapé sur sa tête sans raison. Donc lui aussi, il orne de ce côté-là. C'est plutôt les racines chrétiennes qui sont intéressantes, parce que la vidéo postée hier par Éric Zemmour est quand même hallucinante. Un candidat à l'élection présidentielle qui poste 6 minutes de vidéo qui, globalement, se passe dans des églises, devant des églises, autour des églises, et qui parle du christianisme avec des mots, mais totalement inégalés, c'est un pari très audacieux. C'est se dire, il y a en France, bien plus que les 10% de Français pratiquants, qui sont peut-être plutôt que 7 ou 6%, il y a peut-être un socle de 20, 30, 40, 50% qui se reconnaissent encore dans cette identité chrétienne. C'est un pari je trouve très très audacieux. William T, est-ce qu'on gagne des voix en mettant un santon du professeur Raoult dans sa crèche, en exposant une crèche quand on présente ses vœux aux Français? On gagne des voix où les électeurs, quand même, il leur faut un peu plus de contenu pour apporter leur voix à un candidat? Je ne pense pas qu'on gagne des voix. Par contre, on peut éventuellement en perdre, parce qu'avec des électeurs qui ne sont pas satisfaits. La difficulté de Marine Le Pen, c'est que je ne comprends pas en termes de stratégie ce qu'elle fait. C'est qu'elle a essayé depuis 2-3 ans d'essayer ce qu'on appelle une normalisation, et maintenant elle prend des électorats, notamment Raoult, qui vous empêchent d'aller plus au centre et de gagner des électorats qui sont majoritaires, parce que vous avez des personnes qui sont considérées comme des repoussoirs. Donc en termes de stratégie, c'est pas bon. Mais pour elle, l'enjeu, c'est pas vraiment le second tour, c'est de se qualifier au second tour. Et dans ce cas-là, elle doit battre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Donc du coup, elle parle spécifiquement à cet électorat, parce qu'en fait, l'élection présidentielle, on le voit d'Emmanuel Macron jusqu'à Marine Le Pen, l'électorat se jouera à droite. Et donc du coup, pour ces 4 candidats, ils vont adresser tous les signaux possibles, des tribunes, des textes, des messages, des visites, pour s'adresser à cet électorat qui est majoritaire en France. Vous êt d'accord avec cette analyse, Jérôme Begley? C'est une erreur de stratégie ou pas? Je ne comprends pas très bien non plus la stratégie de Marine Le Pen. Simplement, elle est encore qualifiable pour le second tour dans les sondages. Ça veut dire qu'elle ne fait pas non plus n'importe quoi. Poser devant une crèche, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, dans le détail, je vous l'ai dit, on peut regarder ça de plus près. Allez, on va clore ce chapitre politique, ce chapitre sanitaire, ça va nous faire du bien. On va souffler un peu, et je vais remercier à nouveau Quentin Lechat d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chef pâtissier du Royal Monceau, qui est un palace parisien, et vous nous avez apporté on vous a vu là, on vous a vu regarder la tarte au citron. Vos plus belles et sans doute vos meilleures créations. Celle qui tout de suite a attiré mon regard, c'est votre bûche signature, bois d'Atlantique. Expliquez-nous d'abord comment est-ce que vous avez eu l'idée de la créer.
Ouais, alors c'est ma première bûche de Noël en fait au sein du Royal Monceau, donc j'avais envie de partager quelque chose qui me parle et un souvenir, et moi je suis du Finistère. Et à l'époque de Noël, c'est le type de visuel de bois qu'on peut retrouver sur les plages, encore bois flotté, encore un peu humide. Donc voilà, c'est la première idée. Et puis après, avec toute mon équipe, parce qu'on est assez nombreux en pâtisserie, on a construit cette bûche qui est, encore une fois, ce trompe-l'œil d'un bois flotté qu'on peut retrouver sur les plages d'Atlantique, mais notamment du Finistère. Oui, il faut dire que c'est extrêmement bien fait parce qu'on dirait vraiment un morceau de bois. Donc c'est vraiment extrêmement bien réalisé. Le goût, ça a quel goût ? Alors, autant on a un visuel assez brut en fait, autant on a voulu jouer sur des saveurs qui contrastaient pas mal le visuel, à savoir des saveurs un peu enveloppantes. On a de la vanille de Tahiti, du marron glacé, quelques grains de sarrasin, et on a une touche de fraîcheur avec un caviar de citron confit qu'on a fortement vanillé. Voilà, donc... Il faut combien d'heures de travail pour réaliser une bûche comme ça ? Beaucoup, parce qu'elles sont toutes... alors on a un moule commun à toutes les bûches, puis après on les travaille chacune et travaillées à la main, et c'est pour ça qu'elles sont numérotées, parce qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Là, le modèle 13 qui fait aussi référence aux 13 desserts de Noël, c'est pour ça qu'on a fait un petit clin d'œil sur ce numéro-là, mais est différent de la 14 et ça monte... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette bûche-là, qui est votre bûche signature, elle est en édition limitée. Oui, bien sûr, on en a fait un petit peu plus que 100. Oui, donc il faut vraiment être chanceux pour pouvoir goûter à cette bûche-là. Mais encore une fois, il y a beaucoup de travail, donc c'est vrai que... Elle est vendue combien ? Elle est vendue 140 €. Elle est servie. Alors en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un visuel de sable. Évidemment, c'est un sable alimentaire. C'est des grains de sarrasin mixés avec du sésame noir et quelques paillettes d'or. Et puis les petits morceaux de bois à côté satellite sont des mendiants. Donc on peut prolonger un peu le plaisir du dessert avec des chocolats qui vont très bien avec le café, même le lendemain matin. Ça marche aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on peut servir également à Noël ? Je vois que vous nous avez apporté plusieurs autres créations. Le flan, parce que le flan c'est votre spécialité, il faut le dire. Oui, mais c'est le premier gâteau qu'on a fait. Donc moi, je suis arrivé en janvier au Royal Monceau. On a tout de suite voulu marquer l'arrivée avec un gâteau disponible en retrait à l'hôtel. Et puis on est parti sur un flan, tout simplement. Donc on a une pâte sucrée à l'amande brune et puis un appareil, une crème pâtissière à la vanille de Tahiti et du Mexique. Voilà, mais oui, il y a plein de choses. À Noël, on peut manger ce qu'on veut. C'est ça qui est chouette à Noël. Alors, il faut dire aussi que vous êtes arrivé à la tête de la pâtisserie du Royal Monceau. Vous succédez à Pierre Hermé, qui est quand même un maître. On imagine que quand on prend la suite de Pierre Hermé, on a un peu de pression. Oui, on passe toujours après quelqu'un, en général. Mais là, quand même, c'est vrai que la pression est assez grande. Mais c'est un challenge qui est super chouette et c'est ça qui motive, quoi. Donc c'est à la fois de la pression et en même temps une source de motivation. Alors vous lancez précisément cette semaine le comptoir à pâtisserie. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on va trouver dans ce comptoir à pâtisserie ? Alors c'est un petit teasing de ce que sera notre futur Tea Time. Donc en fait c'est ni plus ni moins qu'une vitrine qu'on retrouve à l'entrée de notre bar, le bar long à l'hôtel, et les gâteaux à l'intérieur changent. Voilà, il y a des cakes, il y a des pièces individuelles, il y a le flan, évidemment il sera, et on commence avec notamment la forêt noire qui est voilà, ce gâteau avec cette cerise au marasquin qui rappelle le rouge du bar de l'hôtel. Et puis ce côté, voilà, les pâtisseries sont servies au bar et c'est vraiment une cerise typique de cocktail. Donc, Votre clientèle, quelle est votre clientèle ? Est-ce que vous êtes impacté, vous, par la crise sanitaire, les restrictions de circulation ? Il y a moins d'étrangers à Paris en ce moment. Est-ce que ça vous impacte ? Automatiquement, mais ça nous impacte sans nous impacter, ça nous amène surtout à nous adapter en fait. Il y a quand même du monde, il y a quand même des gens, il y a toujours des gourmands et ça c'est le principal. Donc oui, ça nous impacte, mais c'est pas négatif, c'est encore une fois aussi une source de motivation que de pouvoir nous adapter à ce nouveau mode de fonctionnement et de nouveaux clients aussi. Combien d'hommes en pâtisserie dans Royal Monceau ? Il y a beaucoup de femmes en fait. Oui. Il y a une majorité de femmes avec nous. On est 16 au total. Donc j'ai la chance d'avoir un sous-chef et une sous-chef.
Et puis après, on a tout le reste de l'équipe qui travaille là, d'ailleurs, aussi pendant les fêtes, évidemment. Mais... La bûche que vous nous présentez, c'est une création qu'on ne retrouve que cette année. Oui. Voilà, l'année prochaine, ce sera autre chose. C'est ça. Voilà. La bûche, c'est toujours un peu le gâteau démonstratif par excellence de l'année. Et alors, la bûche de 2022, vous allez commencer à travailler à quel moment sur cette bûche-là? On commence déjà à y réfléchir. Donc ça se prépare un an avant. Ouais, et c'est même, en fait, à peine on a terminé de concevoir celle-ci qu'on s'est dit, OK, vers quoi on part l'année prochaine. Donc on est déjà dessus. Ouais. Donc vous savez déjà ce que vous allez proposer à votre clientèle. Vous avez une idée plus ou moins précise de ce que vous allez proposer l'année prochaine? On a un fil, voilà, un premier point. Ça se décide comment? Il y a plein de facteurs, des discussions beaucoup avec l'équipe, avec la direction, avec tous les membres de l'hôtel, aussi avec des clients. Ça peut nous amener évidemment à avoir des idées. Les inspirations, elles sont multiples. C'est ça qui est chouette, c'est que ça arrive de partout. Il faut juste être une éponge et tout capter, quoi. Donc on imagine que si on veut une bûche comme celle que vous nous proposez aujourd'hui, vous nous dites qu'il y en a 100. Si on en veut une pour l'année prochaine, il faut la réserver dès maintenant, en fait. C'est mieux. Mieux. Mais attendez quand même qu'on vous propose quelque chose. Mais oui, c'est un peu exclusif, effectivement. Mais... Permettez de poser une petite Allez-y, question. rapidement. Est-ce qu'il vous arrivait d'avoir des commandes spéciales et quelle est la plus spéciale des commandes qui vous a été passée? Ouais, on a toujours, parce qu'on a une clientèle très diverse, des demandes particulières. Il y a une part de secret aussi là-dessus. Révélez-nous un secret, alors. Mais non, le vrai point, c'est de vous dire que peu importe la demande, qu'elle soit totalement hallucinante ou juste très simple comme la plus basique des tartes au chocolat, mais avec un chocolat spécial, nous, on y met la même intensité. On essaye de s'éclater toujours au maximum pour faire du sur-mesure, c'est ce qui nous plaît. Mais on vous a pas demandé, par exemple, de cacher un bijou dans un gâteau? Pas encore, mais ça viendra, j'espère. Bon. Merci beaucoup, Quentin Lechat, d'être venu nous présenter ces desserts d'exception. Donc, merci infiniment d'être venu sur le plateau de CNews. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous sur le plateau de 90 minutes info. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nouvelle fois un très joyeux Noël. Dans un instant, Barbara Klein pour Punchline. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 11h. Très belle fin de journée à tous. Merci.